concernant le gaz de schiste, encore une fois, c'est pas mon secteur. J'ai souligné tout à l'heure certaines vertus du gaz. Je pense qu'elles s'appliquent aussi au gaz de schiste. Hein, c'est le même type de gaz. Maintenant, le seul commentaire que je pourrais faire, moi, c'est que je ne trouve pas logique de même pas vouloir évaluer la ressource dont on dispose et l'impact des éventuelles technologies d'exploitation. Maintenant, je n'ai pas d'autre avis, si ce n'est que le gaz de schiste, si on l'exploitait, c'est une ressource nationale, et ce n'est pas une ressource importée. Maintenant, quel est l'impact réel de l'exploitation du gaz de schiste sur l'environnement, sur les nappes d'eau, etc. C'est sincèrement pas de ma compétence. Mais vous avez souligné aussi donc, le besoin de visibilité dont on a besoin pour le développement des énergies renouvelables. C'est la vertu essentielle que nous attendons de la loi sur la transition énergétique et des instruments qu'elle va mettre en place derrière, et notamment la fameuse PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous en attendons justement la visibilité qui est absolument nécessaire pour faire des investissements, notamment industriels, mais également donc, tous les investissements donc, qui sont liés au développement des renouvelables. Et cette PPE, elle a une caractéristique nouvelle par rapport aux anciennes PPI, donc, qui étaient les programmations pluriannuelles des investissements. C'est qu'on va plus se contenter de tracer des trajectoires donc, filière par filière. On va également, à chacune de ces trajectoires de filière, accoler des ressources financières, ce qui donnera une bien meilleure visibilité. Donc, alors maintenant, quelles ressources financières, c'est le combat de cette année. Hein, donc, mais donc, voilà, la visibilité, moi je suis entièrement d'accord avec vous, c'est le principal reproche que nous faisons à tous les gouvernements qui se sont succédés depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on a des politiques de stop and go qui ont été assez désastreuses, notamment pour la filière photovoltaïque, mais également pour la filière éolienne. On se plaint de ne pas avoir de fabricants de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes sur le territoire national. Mais quand on ne sait pas où on va, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui viennent investir donc, sur notre territoire. Alors concernant la réglementation thermique, je pense que c'est indiscutable qu'elle favorise le gaz par rapport à l'électricité. Donc on le voit sur les chiffres de type d'énergie installée donc, dans les bâtiments neufs. Et quand je vais discuter avec les associations du gaz, ils me répliquent que ça ne fait que rétablir un équilibre naturel. Bon, mais écoutez, moi, je ne vais pas entrer dans cette guerre de religion sur l'énergie primaire, enfin le coefficient de 2,58. Moi, je regrette surtout que la réglementation thermique, telle qu'elle existe actuellement, ne favorise pas suffisamment les énergies renouvelables. Aujourd'hui, dans une habitation neuve, si on veut respecter les exigences énergie renouvelable de la réglementation thermique, il suffit de s'installer un chauffe-eau thermodynamique et le tour est joué. Donc il y a très peu en fait, d'incitation sur l'ART concernant les énergies renouvelables. On attend évidemment beaucoup plus de l'ART 2020 et des labels qui vont l'anticiper, donc avec les bâtiments énergie positive. Concernant l'étude ADEME, l'étude 100% énergie renouvelable, donc, contrairement à ce que vous avez dit, elle n'est pas basée sur une réduction de la consommation de 50%. La réduction de 50%, c'est sur l'ensemble de l'énergie. C'est une hypothèse qui a été évoquée donc, dans la loi de transition énergétique et dans certains scénarios ADEME. Mais au niveau de la consommation d'électricité, ça ne se traduit pas
par 50% de réduction de la consommation d'électricité, parce qu'il y a des transferts d'usage, notamment vers le véhicule électrique, vers les transports électriques, pas uniquement le véhicule individuel, vers les pompes à chaleur, ce qui fait que la consommation en électricité, elle peut diminuer par rapport à la consommation actuelle, d'autant plus qu'il y a des nouveaux usages électriques qui apparaissent. Hein. Je ne sais plus exactement quels sont les chiffres, mais il y a une faible diminution de la consommation d'électricité. Concernant le bilan des émissions de CO2 du gaz, c'est exact qu'il y a des pertes dans le réseau. Moi, je ne les connais pas, mais ça mériterait qu'on investigue un peu plus, et notamment pour pouvoir les réduire, parce que les pertes sous forme de CH4, ça a un effet sur l'effet de serre qui est autrement dommageable que celui du CO2. Alors concernant l'équilibre ENR nucléaire dans le mix électrique, cette espèce de partenariat ENR nucléaire, c'est quelque chose que nous, sans le crier sur tous les toits, que nous réalisons tous les jours au sein du syndicat. Je vous ai rappelé tout à l'heure quelle était la composition de nos adhérents. Ce partenariat, il existe de fait. Quand on aura atteint les 50% nucléaires et 40% de renouvelables en 2030, il sera toujours temps de faire un bilan et de voir quelle sera l'économie des différentes filières pour voir quelle sera l'évolution au-delà de 2030. Moi, je ne me prononce pas aujourd'hui sur ces évolutions économiques. On voit que les énergies renouvelables ont une courbe d'apprentissage qui est assez spectaculaire, mais on a aussi à prendre en compte des coûts qu'on connaît mal encore aujourd'hui, qui sont les coûts que vous avez évoqués comme étant les coûts de l'intermittence. Moi, j'aime pas le terme, le coût de la variabilité. C'est pas aléatoire. Hein. Aléatoire, ça veut dire que quand vous connaissez la production solaire ou d'éolien à l'instant T, vous ne pouvez pas deviner quelle sera la production à l'instant T+1. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'est des énergies qui sont non commandables, mais pas aléatoires. Et donc, voilà, d'ici à 2030, je pense qu'on a encore des tas d'évaluations à faire sur l'économie, aussi bien du nucléaire, du renouvellement des centrales, que du développement de nouvelles centrales suivant les technologies type EPR, mais il y en aura peut-être d'autres d'ici 2030. Hein. On a à aller beaucoup plus loin dans l'économie des filières énergie renouvelable. Et donc, je ne vais pas me prononcer aujourd'hui sur la politique énergétique qu'il faudra adopter au-delà de 2030. On a encore pas mal de temps pour réfléchir à tout cela. Oui, j'ai une question, parce que vous avez évoqué, ça me paraît très important, la différence du besoin d'énergie si nous avions une différence entre une année et l'autre d'1 degré de température. Hein. C'est naturellement pas le degré chez soi, entre le 19 degrés et le 20 degrés, parce que là, il y a une grosse différence également de consommation, mais la différence de température extérieure, c'est-à-dire du pays entre 1 degré d'une année sur l'autre, la consommation, enfin, le besoin d'énergie est extrêmement différent. Est-ce que on fait des études, notamment quand on dit que la consommation d'énergie doit se réduire de quasiment 50% d'ici 2050, est-ce que la question du changement climatique, donc, qui va être considérable, enfin, parce qu'on a beau dire qu'on va limiter à 2 degrés Celsius l'augmentation de la chaleur, on sait très bien aujourd'hui qu'on va largement dépasser cela. Or, on va dépasser cela au XXIe siècle. Ce qui veut dire que d'ici 2050, on a déjà 1 degré. Hein. On a déjà 1 degré de rempli. Et la France, je dirais qu'en été, on est à peu près à 1,2 degrés au-dessus de. Donc il faut regarder ce qui se passe l'hiver, c'est là où il y a le besoin. Mais est-ce que toutes ces choses-là sont analysées? Parce que si on a un vrai changement climatique, et à mon avis il aura lieu d'ici 2050, si on a, mettons, je veux dire, le GIEC aujourd'hui on parle évidemment par rapport à la période pré-industrielle, d'1,6 à 6 degrés Celsius. Imaginons qu'on soit fin du siècle à 4 degrés Celsius, c'est-à-dire qu'en 2050, on peut encore avoir d'ici 2050 1 à 1 degré de
hausse de température. Donc est-ce qu'on étudie un peu ça pour savoir qu'est-ce que ça voudrait dire en besoin d'énergie? Oui, alors je pense qu'il faudrait poser la question à des organismes comme l'ADEME, parce que je pense que dans les scénarios 2050 qu'ils ont établis, ils tiennent compte des évolutions de température qui peuvent avoir des effets positifs ou négatifs. Si les températures augmentent, donc on aura moins besoin de chauffage en hiver, mais on aura peut-être un développement de la climatisation en été. D'autant plus que je m'adresse à l'architecte, les bâtiments tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, je pense qu'ils vont entraîner des consommations, enfin des surchauffes estivales qu'on a, je pense, sous-estimées jusqu'à présent. Maintenant, l'impact du changement climatique, ce n'est pas uniquement sur les températures. Je pense que EDF, notamment, a déjà étudié quel serait l'impact sur l'hydroélectricité, quel serait l'impact sur la ressource éolienne, etc. Et donc il y aura des tas d'évolutions et il faut les étudier effectivement. Maintenant, c'est des évolutions à long terme, mais c'est quand même extrêmement compliqué de savoir quelle sera la pluviosité en 2050 ou en 2080.